Réduire de 50% l'usage des pesticides d'ici 2018, tel est l'objectif du plan Éco-Phyto lancé en 2008 à la suite du Grenelle. Qu'en est-il aujourd'hui, 4 ans plus tard? Nicolas Charon exploite 300 hectares, colza, blé, orge et betterave, des grandes cultures. Ce matin, il inspecte les lieux. Voici un insecte nuisible du colza, donc une méligette. Voilà, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle butine en fait les petites, ce qui va devenir des fleurs sur le colza. Ici, là, on voit qu'il y a quelques petites futures fleurs en fait qui ont été piquées en fait et qui vont avorter. Présence d'insectes nuisibles pour la récolte, l'insecticide sera-t-il donc indispensable? Il y a un seuil de nuisibilité, on dit 3 à 4 méligettes par plante. Pour ceux qui sont en conventionnel classique, nous on a intégré, on est à un seuil beaucoup plus élevé, on dit 7 à 8 méligettes par pied. Nicolas Charon s'est porté volontaire pour intégrer le réseau DEFI, un réseau national de près de 2000 fermes expérimentales. Leur but, établir de nouvelles références de production, moins dépendantes des produits phytosanitaires. Chaque ferme au niveau du groupe a fait l'objet d'un diagnostic de sa situation de départ, donc par rapport à ses pratiques historiques au niveau des différentes cultures de leur assolement. Et donc avec chaque agriculteur, on a identifié donc un des systèmes de culture de chaque ferme sur lequel l'agriculteur voulait faire porter ses efforts. Et sur ce système-là, avec l'agriculteur, on a construit un projet d'évolution de pratique dans l'idée de voir si ce projet permettrait de réduire l'usage des produits phytosanitaires. Celui-ci, c'est un fongicide betterave, fongicide blé orge, désherbant betterave, donc désherbage de blé, désherbage d'orge, désherbage de colza. Des étagères qui regorgent de produits chimiques, et pourtant l'agriculteur en utilise déjà beaucoup moins, moins 30% sur les 3 dernières années. Moi aujourd'hui, c'est d'emblaver des variétés de blé assez résistantes, naturellement, aux maladies, donc ça c'est de la génétique. Hein. C'est les obtenteurs de semences qui travaillent pour ça, donc ne plus utiliser de régulateurs de croissance, limiter l'usage des fongicides, sachant qu'en général sur un blé on pratique 2 fongicides, la plupart du temps nous on n'en utilise qu'un. De semer plus tard, ce qui limite les mauvaises herbes un petit peu, le fait de décaler les dates de semis entre un 1er octobre et un 25 octobre, déjà le climat change aussi un petit peu, les terres se refroidissent et on a beaucoup moins de levée de mauvaises herbes qu'en début de mois. Les mauvaises herbes, ennemis publics numéro 1 des céréaliers, de sérieuses concurrentes qui rendent l'usage de l'herbicide indispensable en agriculture conventionnelle. Voici les 3 mauvaises herbes que j'ai observées hier dans la parcelle, qui justifient en fait le traitement qu'on va réaliser. Donc 3 mauvaises herbes voilà, vraiment pénalisantes pour le blé, principalement le régras, celle qui est la plus nuisible et la plus difficile à détruire, la matricaire, ce qu'on appelle communément la pâquerette, et puis le gaillet gratteron. L'herbicide, contrairement aux régulateurs, à l'insecticide ou aux fongicides, si on se loupe une année sur du désherbage, eh bien c'est un capital propreté de parcelle qui s'en va et qui va se répercuter sur voire les années suivantes et donc les cultures suivantes. Si on veut arriver à réduire les produits phytosanitaires et surtout les herbicides, il va falloir allonger les cycles, c'est-à-dire introduire de nouvelles cultures pour que la culture du blé revienne moins souvent et alterner culture d'automne, culture de printemps, sachant que les cultures de printemps sont souvent des cultures qui sont semées avec des écartements beaucoup plus et qui permettent de passer avec des outils mécaniques, donc type tournesol, betterave, maïs. La rotation des cultures permet de lutter naturellement contre les nuisibles, améliore la structure du sol et sa fertilité. Tout l'inverse de la monoculture, largement développée en France. 90% des assolements sont recouverts par seulement 7 classes de cultures. On atteindrait des niveaux importants de réduction d'usage de phytosanitaires à la condition de remettre en cause les assolements actuels et de faire des remaniements assez forts. Mais pour que ces remaniements également fonctionnent, il faut que toute la filière en soit consciente. C'est-à-dire que les acheteurs de matières premières des agriculteurs, il faut aussi qu'ils ouvrent de nouveaux débouchés, qu'ils aient la capacité de pouvoir stocker différentes denrées pour une même période de récolte,
et qui n'est pas simplement à stocker du pois, du colza, de l'orge brassicole et du blé tendre. Réduire de 50% l'usage des pesticides semble donc possible, à condition que l'ensemble de la filière s'organise. Et il y a urgence, car aujourd'hui ces pesticides sont omniprésents, dans les nappes phréatiques, dans les eaux minérales et un peu partout dans l'alimentation. Je suis en train de faire des analyses dans des aliments en ce moment. Je crois à peu près que c'est 9 fois sur 10, on va trouver des résidus. Dans 90% environ des échantillons qu'on teste, on va trouver des résidus. On trouve parfois 2 résidus, 3, 4, jusqu'à 9 ou 10, parfois 15 même. On avait trouvé, nous, 15 résidus sur une grappe de raisin il y a quelques années. Moi, j'ai trouvé dans des échantillons de légumes cette année 10 résidus sur des tomates ou 9 sur des fraises. Toutefois, une réglementation établit des seuils à ne pas dépasser. C'est le cas pour la consommation des aliments, pour l'eau, mais pas pour l'air. Pourtant, au moment de la pulvérisation, c'est 30 à 50% du produit qui peut être perdu dans l'atmosphère sous forme de gouttelettes ou de gaz. Alors, les habitants, proches de cultures, sans aucune protection, courent-ils un danger? C'est tout l'objet d'un programme de surveillance mené par Air Rhône-Alpes. Différentes stations de mesure ont été installées en bordure de ville, entre culture et habitation. Les premières habitations se situent donc à 50 mètres, 100 mètres pour les plus loin, et les premiers champs se situent à 100 ou 200 mètres. Donc là, on est en présence d'un appareil de préleveur de pesticides. C'est un appareil qui est capable de mesurer un débit d'1 mètre cube heure. Il aspire l'air à travers cette cartouche, qu'on appelle une cartouche Chemcom. L'air descend par ici, avec une pompe à l'intérieur. Et on a un régulateur de débit qui est à l'intérieur ici, qui permet de réguler le débit très précisément, en fonction de la température extérieure et de la pression. 89 substances sont ciblées pour chaque prélèvement. 25 prélèvements par an, essentiellement pendant les périodes de traitement des parcelles agricoles. Les résultats du programme 2007-2009 sont éloquents. Par exemple, sur les différents secteurs, on a trouvé de 5 à 29 substances différentes sur le même site. Et également, ce qu'on peut dire, sur les 85 substances, parce qu'à l'époque on en cherchait 85, pas 89, c'est que dans le même prélèvement, c'est-à-dire dans la même semaine, sur un secteur, on a trouvé 14 substances différentes. Mais quel danger pour la population? Quels sont les seuils critiques à ne pas dépasser? Pour l'instant, pas de réponse. L'air contribue pourtant à l'exposition générale de la population. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer d'amasser un maximum de données pour arriver à aider les épidémiologistes qui justement travaillent sur les relations santé-environnement de manière à peut-être un jour mettre une réglementation dans l'air. Pour l'instant, ce n'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est avant tout d'établir les liaisons sanitaires. Toutefois, ces analyses pourraient très bien mesurer les effets du plan Ecophyto. La diminution des quantités épandues peut très facilement être observée sur l'air, alors que par exemple sur l'eau ou sur les sols, on va avoir une rémanence très grande, en fait, une mémoire du sol, une mémoire de l'eau, que l'on n'a pas dans l'air, puisque dans l'air, si le produit est épandu, au bout de 3 semaines quasiment, il a migré vers un autre milieu. Mais pas de réglementation sur les pesticides dans l'air signifie pas de financement nécessaire pour démontrer les évolutions. L'usage des pesticides de synthèse explose dans les années 60-70. Aujourd'hui, une nouvelle ère commence peut-être. Celle de l'agriculture biologique. Elle prend du terrain, même sur les grandes cultures. C'est le pari de cet agriculteur qui a repris l'exploitation de son père, à condition de la convertir en bio. J'étais habitué à faire du conventionnel, donc c'était la facilité pour moi, parce qu'il faut se reconvertir quand même à certaines charges de travail. C'est une grosse remise en cause sur une exploitation, ça change complètement les méthodes de travail, ça nécessite des outils spécifiques qui sont différents, qui n'étaient pas présents sur l'exploitation, surtout en matière de désherbage. 50 hectares à désherber sans pulvérisateur. Seule solution, investir dans du nouveau matériel, comme celui-là. On se trouve devant la RC Trille. Donc la RC Trille, c'est ce qui a remplacé le pulvérisateur sur l'exploitation en ce qui concerne la phase de désherbage.
Donc en fait, on a une action mécanique par un système de dents à ressort. On peut régler l'agressivité avec le levier qui se trouve ici, en fonction du stade sur lequel on va intervenir sur la culture. Donc dans les premiers passages, on donne peu d'agressivité et on travaille à une vitesse assez faible. Et après, plus la culture va être solide, grosso modo, plus on va pouvoir la chatouiller plus fortement. Donc on va augmenter l'agressivité des dents et augmenter la vitesse de travail. Mais ça ne suffit pas toujours. Problème, les mauvaises herbes peuvent anéantir une culture. Comme l'année dernière, on a eu des périodes assez peu propices en termes de climat pour l'élevé de tournesol. La mauvaise herbe, grosso modo, avait pris le dessus sur le tournesol. Donc il a fallu qu'on passe une grosse partie de notre temps à reprendre la parcelle à la main avec des sécateurs pour couper une partie des mauvaises herbes pour ne pas qu'elles montent à graines et qu'elles viennent polluer d'autant plus la parcelle. Surtout les chardons. Et pas de moyens financiers suffisants pour embaucher des salariés, malgré les subventions. Dans ces conditions, on comprend mieux la réticence de beaucoup d'agriculteurs. C'est avant tout une conviction. Toutefois, pour permettre une conversion en douceur, des réseaux d'agriculteurs bio se sont constitués. Il y a une quinzaine de fermes de démonstration en Île-de-France où les agriculteurs bio sont rompus à l'exercice de présentation de leur exploitation, de leurs résultats techniques, de leur matériel. Et voilà, donc on organise des journées chez eux où ils invitent finalement leurs collègues conventionnels ou bio, ou leurs voisins, pour venir parler de leur système de production, leur système de culture. Et donc c'est pendant ces journées-là aussi où les porteurs de projets sont invités pour découvrir ce que c'est qu'une ferme en agriculture biologique en Île-de-France. Pour s'en sortir financièrement, Cédric Sianski et sa sœur misent sur les circuits courts et la vente directe aux consommateurs. C'est pour ça qu'on a choisi des cultures telles que les lentilles, la cameline, le quinoa, qui vont nous permettre de les valoriser directement, de les mettre en sac à la ferme, en petit conditionnement, et de les vendre directement par le biais de marchés, d'AMAP ou de groupements de producteurs. Plus du tout de pesticides, même pour des grandes cultures. Un pari engagé dans une région où l'agriculture biologique ne représente encore que 1,5% de la surface agricole utile.